Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endo Papers. Alors cette semaine, je vous propose d'aborder un papier qui fait vraiment référence depuis sa publication et qui permet d'évaluer les conditions temporelles pour considérer une guérison d'une lésion apicale. Au bout de combien de temps peut-on considérer que la guérison est présente ou doit-on encore attendre ou finalement doit-on réintervenir, voire extraire la dent? Alors, ce qui est intéressant avec ce papier d'Orstavik en 1996, c'est qu'il est systématiquement presque cité pour décrire le PAI, le Periapical Index. Et en fait, c'est une erreur très souvent commise puisque Orstavik a de nombreux papiers à son actif et notamment deux papiers, un qui décrit ce PAI, mais qui a été fait bien des années avant. Et en 1996, c'est un tout autre sujet qu'il aborde. Et donc voilà, attention, si vous rédigez des articles ou si vous présentez ces concepts dans les cas de formation, de bien citer le bon papier. Là, le papier de 1996 va permettre de définir des objectifs, comme objectif un cadre temporel fiable pour décider qu'est-ce que l'on doit surveiller, quand et pourquoi. Alors, pendant longtemps, on a opposé succès et échec. Et si vous suivez Endo Papers, on a bien compris cette notion avec les papiers de Paul Ng. Et cette évolution s'est faite sur la seule base du cliché rétroalvéolaire. Rappelons encore une fois, mettons ces papiers dans le contexte. On est en 1996, les CBCT n'existent pas, les scanners sont très rarement utilisés car très irradiants. Et donc, avoir cette notion de succès et d'échec sur la simple base de la lecture d'un cliché, c'est simple, mais c'est totalement incomplet. La réalité biologique est dynamique et une lésion peut apparaître tôt, puis se stabiliser, puis commencer à reprendre à regrossir, etc. Ou au contraire, une lésion ancienne peut cicatriser lentement sur plusieurs années. Alors, Orstavik propose un autre regard dans cet article, notamment il propose de raisonner en risque qui évolue dans le temps. Un peu comme on le fait en épidémiologie. C'est-à-dire que cette approche change notre manière de planifier les contrôles. On ne cherche plus à cocher une case, on cherche une fenêtre temporelle pertinente pour décider si on doit réintervenir ou pas. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une analyse sur un temps défini, par exemple là, 6 mois ou 1 an, eh bien on va considérer l'évolution d'une lésion sur un cadre temporel entre 6 mois et 2 ans par exemple. Et à ce moment-là, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va permettre d'intégrer non pas un phénomène binaire, un scoring binaire sur la lésion, mais plus de prendre en considération la notion du temps et donc l'évolution, qu'elle soit vers la guérison ou vers l'aggravation de la pathologie. Alors, 3 objectifs structurent l'étude. D'abord, c'est déterminer quand une parodontite apicale chronique radiographiquement visible peut survenir après un traitement, sur des racines avec ou sans lésion initiale. Ensuite, le deuxième facteur, c'est de mesurer la cinétique de guérison des lésions préopératoires, c'est-à-dire que un patient se présente, il a une lésion, vous faites le traitement. À partir de quand après le traitement, on va considérer que l'on a une évolution positive ou négative? À quel rythme bascule-t-on d'une image pathologique vers un aspect normal ou un aspect d'aggravation? Et enfin, le troisième objectif, c'est de construire un modèle type modèle pronostic qui va permettre de quantifier les probabilités à risque d'apparition ou de l'espoir d'une guérison en fonction du temps écoulé. Et donc, autrement dit, on va transformer ces clichés de contrôle en une information temporelle qui va vraiment nous aider à décider. C'est-à-dire, quand on dit une information pronostique, un modèle pronostique, eh bien, à partir de tous ces éléments, on va pouvoir les quantifier, faire des statistiques épidémiologiques et, en tant que praticien, s'appuyer sur ces statistiques et ces résultats pour décider d'un pronostic. Alors, regardons un peu la méthode, car c'est là où l'article est particulièrement solide et qui fait qu'il se distingue parmi les autres. L'étude est prospective, donc ça a beaucoup plus de valeur qu'une étude rétrospective. Très rapidement, une étude rétrospective, on a un instant T, on retourne chercher les dossiers qui ont été traités jusqu'à maintenant, et on décide, on fait une analyse et on a des résultats. L'étude prospective, c'est l'inverse. On commence à t égale 0 et on va décider que toutes les études qui vont
tous les patients qui vont se présenter, qui répondent aux critères d'inclusion, à ce moment-là, rentrent dans l'étude. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pourquoi c'est plus puissant une étude prospective que rétrospective? Eh bien, tout simplement parce qu'une étude prospective, on pose les jalons de l'étude dès le départ. Il est très rare de pouvoir récupérer des situations cliniques et des cas cliniques a posteriori qui ont tous été faits de la même façon, avec les mêmes critères, avec les mêmes critères d'inclusion, avec le même praticien, dans les mêmes conditions, etc. Alors qu'une étude prospective a posé les jalons de l'étude en disant, voilà, pour entrer un patient dans l'étude, on devra respecter tous ces critères. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant. L'étude est prospective avec un suivi annuel sur 4 ans. C'est-à-dire que ils se sont pas arrêtés à 1 an. Hein. Souvent, on dit, à 1 an, on a les résultats et on va voir pourquoi cette notion de 1 an. Et les unités d'analyse sont des racines et non pas des dents. Et en fait, c'est intéressant parce qu'une dent a plusieurs racines. Et donc, on peut avoir le développement d'une lésion sur une racine et pas sur une autre. Et donc, ça veut dire que si on considère la dent comme une entité, eh bien, la lésion va être considérée ou l'échec va être considéré sur la dent, alors que si on considère sur les racines, eh bien, si on a une racine de toucher et pas l'autre, eh bien, au lieu de 100% d'échec, on arrive à 50% d'échec. Voilà, c'est très simple la statistique, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, les racines, il y a eu 732 analysées au total, toutes traitées à l'université d'Oslo, et 599 ont été revues au moins une fois. Parce qu'un des travers et des difficultés des études cliniques, c'est justement de pouvoir suivre les patients, de les faire revenir et d'analyser les résultats. Ce choix par racine, que je vous l'ai dit, ça affine l'analyse, surtout pour les dents pluriradiculées. 2 groupes sont constitués. D'un côté, les racines sans lésion, donc au départ avec un PAI de 1 ou de 2, et de l'autre, celui qui présente une parodontite apicale chronique franche avec un PAI 4 ou 5. Alors, les traitements suivants ont tous suivi un protocole d'aseptique standardisé. À l'époque, c'était une instrumentation manuelle jusqu'à des tailles de 0,45 à 90 centièmes de diamètre, une irrigation à l'hypochlorite de sodium de 1%. Donc ça, c'est très spécifique de l'école dite scandinave. On élargit les foramènes et on utilise une solution d'hypochlorite plus faible en concentration. Il y a une mise en place d'une médication à l'hydroxyde de calcium entre les séances et l'obturation s'est faite par condensation latérale de gutta-perca avec un ciment canalaire. Le scellement coronaire a été réalisé immédiatement et puis surveillé, car on sait depuis très longtemps que c'est un facteur qui conditionne la pérennité des résultats. Alors, côté diagnostic, les clichés sont parallélisés et interprétés en aveugle à l'aide de fameux indice PAI décrit par Orsavic lui-même sur 5 niveaux. Le PAI est un indice qui permet de quantifier la santé périapicale. Et l'avantage de ce PAI, de ce score, eh bien, c'est qu'on va suivre l'évolution. Une lésion qui va passer de 5 à 4 à 3 dans le temps, eh bien, est en voie de guérison. Et pourtant, elle n'a pas forcément diminué en taille. Alors que si on n'utilise pas ces scores-là, eh bien, ça va être présence d'une lésion versus absence de lésion. Et donc là, on a un côté binaire. Donc l'utilisation de scores devrait permettre, et d'ailleurs ça s'est vérifié, d'augmenter un petit peu le taux de succès. Donc ensuite, il y a une logique de table de suivi. Les racines sans lésion sont dites à risque d'en développer une, alors que les racines avec lésion sont à l'espoir de guérir. Voilà, donc il y a une autre façon d'interpréter les choses et c'est assez intéressant. Chaque année, les résultats ont été analysés et la probabilité d'un événement, l'apparition d'une lésion ou de la disparition, a été calculée. Alors maintenant, regardons un peu les chiffres et commençons par l'apparition de nouvelles lésions. Sur 473 racines, non pas de dents, 4 racines, initialement saines et évaluables, 29 ont développé une parodontite apicale pendant la période de suivi. C'est un indice cumulé de 6,1%. Et ce qui est déterminant, c'est le timing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que 76% de ces nouvelles lésions sont dépistées la première année. Donc un traitement qui doit conduire à l'échec, finalement, doit conduire à un échec quasiment immédiat. Passé ce cap, eh bien, le risque s'effondre quasiment et devient très faible les années suivantes. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si sur un traitement, vous faites un contrôle à 12 mois et qu'il n'y a pas de lésion, la probabilité de voir surgir une lésion après est relativement faible. Maintenant, voyons la guérison des lésions existantes. C'est-à-dire sur les racines qui présentaient des lésions initiales.
Parmi 126 racines porteuses d'une parodontite apicale à 4 avant le traitement, 95 aboutissent à une guérison complète au terme de 4 ans. Ça veut dire 75% de succès à 4 ans. Là encore, la vitesse compte, puisque un premier palier de guérison est visible à 12 mois, où près de la moitié des guérisons complètes sont déjà constatées. C'est-à-dire que globalement, on a une guérison sur 2 à 4 ans qui était déjà prévisible lorsqu'on a fait le contrôle à 1 an. Certaines racines cicatrisent plus lentement, il y a certains facteurs, la taille de la lésion, l'âge du patient, etc. Et l'étude montre que la normalisation peut s'étaler jusqu'à 4 ans. Donc, la notion de prendre une décision systématique à 1 an, finalement, elle n'est pas justifiée puisque l'étude, ici, montre qu'il faut un suivi jusqu'à 4 ans. Donc, on observe aussi des guérisons partielles, donc stable, donc un PAI de 3, souvent détecté dans les 12 premiers mois. C'est un signal positif, même si l'aspect n'est pas complètement normal. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'évolution, on va laisser le temps au temps, on va laisser le temps, la chance du temps à la biologie pour se faire. La période critique ressort nettement à 12 mois après le traitement. Et c'est là que se joue la majorité des événements, qu'il s'agisse d'apparition ou de disparition de lésions. Au-delà du risque d'échec additionnel, le risque d'échec additionnel chute environ d'1,2% par an, ce qui rapproche la dent traitée d'une situation de risque de base. En pratique, ça veut dire que le rendez-vous de 12 mois n'est pas un contrôle parmi d'autres, c'est le moment décisif pour statuer, rassurer ou programmer la suite si celle-ci est nécessaire. Alors, en conclusion de cet article, il y a 3 messages qui se dégagent. D'abord, le risque d'échec post-opératoire est finalement faible et surtout précoce. Deuxièmement, s'il doit y avoir un problème, il apparaît généralement la première année. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, la guérison des lésions préopératoires est un processus progressif. Un bon signal à 12 mois est très encourageant, mais la restitution à d'intégrum peut demander du temps et encore une fois jusqu'à parfois 4 ans. Et enfin, une fois la première année passée, le risque se stabilise à un niveau qui est relativement bas et les échecs tardifs sont rares et renvoient souvent à des causes coronaires plutôt qu'à une défaillance endodontique extrinsèque. Alors, si je devais réduire ces résultats à des décisions concrètes, je dirais fixer systématiquement un contrôle à 12 mois pour tous vos traitements, pour le suivi de tous vos traitements. C'est un peu votre baromètre. Et si la dent était saine au départ et que tout est normal à 12 mois, alors vous pourrez revenir au rythme habituel des bilans sans multiplier les clichés spécifiques. À l'inverse, si la dent portait une lésion initiale, le contrôle à 12 mois doit chercher au moins une tendance à l'amélioration. Si elle est présente, on poursuit la surveillance. Un contrôle à 2 ans, puis 3 ans est raisonnable, avec parfois un dernier point à 4 ans, pour confirmer la cicatrisation complète. Et surtout, n'oubliez pas, le scellement coronaire est un des points les plus importants. Les rares échecs tardifs sont souvent liés à une réinfection par voie coronaire, ce qui a été démontré dans le papier d'Orstavik. Donc un contrôle clinique régulier va permettre de suivre la santé périapicale d'une part, mais également de l'intégrité de la restauration qui va nous permettre d'assurer que l'étanchéité est toujours là et qu'un risque d'échec de récidive est minime. Alors, comme toute étude, celle-ci a des limites. Le taux de rappel diminue au fil du temps, avec environ 37% des patients revus à 4 ans. Cela peut sous-estimer ou surestimer des phénomènes tardifs. Mais encore une fois, ce fameux taux de rappel, c'est le point d'achoppement de toutes les études et les difficultés de tous ceux qui ont fait de la recherche clinique, dont je fais partie. Le suivi des patients sur le long terme est extrêmement compliqué. Le diagnostic a été uniquement fait sur des radiographies 2D à l'époque, mais encore une fois, elle ne bénéficiait pas du CBCT actuellement. Et d'ailleurs, un nouvel indice a été créé, le CBCT-PAI, quelques années plus tard. Les traitements ont été réalisés par des étudiants, certes en postgrad, ce qui introduit la variabilité opérateur, mais même si cela finalement n'a pas reflète une pratique ordinaire. Et enfin, c'est une étude monocentrique dans les années 90. Monocentrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plusieurs centres de recrutement, ça a été fait tout au même endroit. Donc avec, là, il y a un certain nombre de biais. Et surtout, depuis, les techniques ont évolué. Même si on a vu avec NJ que les évolutions technologiques ne s'accompagnent pas forcément de résultats, d'amélioration des résultats probants, il est force de constater qu'aujourd'hui, on a quand même de meilleurs résultats, surtout sur la masse de la profession. Donc les enseignements
la conclusion vraiment de cet article, c'est conserver la notion de temps. Donc d'une part à 1 an pour faire une première évaluation, mais ne pas se cantonner à rester sur les 1 an si jamais les choses ne sont pas comme on aimerait qu'elles le soient. Donc, retenir sur tout ça, c'est que la parodontite apicale post-opératoire est rare quand elle n'est pas présente préopératoire et elle survient relativement tôt. Si le contrôle à 12 mois est bon, vous avez franchi l'essentiel du risque. La guérison des lésions préopératoires existantes est souvent visible dès 1 an, mais la normalisation complète peut demander jusqu'à 4 ans. Ce n'est pas un échec, c'est une cinétique biologique. Et passé la première année, le risque d'échec résiduel devient très faible. Valorisez donc, ça c'est mon conseil, valorisez donc ce contrôle à 12 mois. Il va structurer et votre pronostic et votre planning de suivi. Voilà, eh bien, vous voyez, ce papier mérite quand même d'être décrypté et je suis persuadé que la prochaine fois que vous entendrez parler dans une conférence ou sur un article que vous pourrez lire en français ou en anglais, eh bien, vous ne verrez pas les choses de la même façon. Souvenez-vous, connaître les papiers, ça permet de comprendre ce que l'on entend et de déceler aussi là où on ne devrait pas entendre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'EndoPapers dans quelques semaines. À très bientôt.